Je remercie le ministère de nous accueillir dans cette belle salle. Aujourd'hui, nous avons pour parler de... Au fait, Virtuous Map, le lancement est une belle occasion. C'est un bon prétexte pour, au fait, parler d'un secteur qui pèse lourd dans l'économie, d'un secteur qui est un secteur, je dirais, moteur. C'est un des moteurs de l'économie. Il a aussi des portées pas seulement économiques, mais des portées aussi une portée sociale. Hein. C'est l'habitat, c'est le logement, c'est un des premiers, je dirais, un des premiers besoins des ménages. Et donc, ce secteur-là, bien sûr, évidemment, avec la crise sanitaire, il n'a pas pu échapper, il n'a pas pu faire l'exception. Il a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire qui a touché pratiquement tous les secteurs. Et donc, parler de la version virtuelle du SMAP de 2021 nous donne l'occasion de questionner les opérateurs, les acteurs institutionnels, privés, publics, financiers, les professionnels, les promoteurs immobiliers sur comment ils ont vécu cette pandémie, comment ils ont géré les uns et les autres du côté des professionnels, comme du côté des institutionnels, comme du côté des institutions qui ont un caractère un peu spécial. Je parle de la CCG, c'est encore le nom de la CCG, mais je sais que vous avez changé de nom récemment, mais on n'arrive pas encore à nous défaire de la CCG. Donc voilà, nous avons... Alors j'en profite pour vous présenter donc déjà le beau panel que nous avons avec nous. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Majida Louarderi, secrétaire générale du département de l'habitat et de la politique de la ville. مرحبا بك Madame Majida, enfin مرحبا بنا عندك الحقيقة. Honneur aux femmes toujours. On a avec nous Zohra Jawhari qui va parler un peu au nom nous parler du SMAP, nous parler de eux aussi de nous parler de leur expérience avec le mode virtuel, hein, comment vous avez géré ça, comment vous avez préparé, vous vous êtes rabattu sur la partie numérique, alors qu'un salon, le SMAP, se tenait toujours en présentiel, traditionnellement. J'aurai le plaisir aussi d'accueillir, avec la casquette du professionnel, Anis Benjeloun, qui est vice-président de la FNPI, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, qui nous vient de Casablanca. Marhaba bik Assi Benjeloun. Nous avons avec nous bien sûr un autre professionnel, mais lui il a un statut de promoteur public en la personne de Si Badr Kanouni, président directoire du groupe Al-Umran. Marhaba Si Badr. J'en parlais tout à l'heure, معنا Si Sarghini, patron de la CCG, encore excuse-moi, mais باقي ما بغاش تحيد لي CCG من راسي, mais Inch'Allah on va corriger. C'est quoi le nouveau nom, comme ça on profite pour le donner. Le nom juridique, c'est la Société nationale de garantie et de financement de l'entreprise. Très bien. Et on essaiera de trouver quelque chose. Voilà, un nom commercial, un nom plus marketing. En tout cas, marhaba bik. Si Sarghini est là parce que il y a tout un pan d'activités, garanties. Bien sûr, c'est un secteur qui avait énormément besoin d'accompagnement. Qui dit accompagnement dit financement. Et qui dit financement dit garantie. Et qui dit garantie dit ce que vous venez de dire là tout de suite. Enfin, OK. Donc, on aura le plaisir de vous poser des questions, de vous interpeller sur l'évolution de quelques outils de garantie qu'on connaît déjà depuis un certain temps, Fogarim, Fogaloge, mais aussi on va vous poser des questions sur comment vous aussi qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez préparé et pour accompagner et pour préparer la relance. Et enfin, bien sûr, le chaînon, le maillon incontournable des transactions immobilières, les notaires.
Et j'ai le plaisir et la joie d'accueillir avec nous le notaire en chef, le président du Conseil national de l'Ordre des notaires, Siyago Marhaba bik. Bien sûr, vous aussi, vous l'avez senti, vous avez vécu cette pandémie, vous l'avez ressenti les promoteurs le ressentent au niveau de leur chantier, vous le ressentez au niveau plus en aval, hein, transactions. Donc vous êtes un peu le baromètre. Notamment les banquiers, vous êtes comme des baromètres. Dire, quand il y a des transactions, ça va. Quand il n'y a plus de transactions, c'est qu'il y a problème. Enfin, donc voilà, grosso modo. Mais pour juste donner un aperçu, puisqu'on a commencé par parler du Virtual SMAP, je souhaiterais donner très rapidement la parole à notre ami Zohra Al-Jawhari, excuse-moi, Zohra Al-Jawhari. Très rapidement, en une minute, expliquez-nous, Virtual SMAP, comment ça s'est passé, comment vous avez opéré cette reconversion et qu'est-ce que vous nous préparez pour le 21 et 24 mai 2021. La parole est à vous. Très bien. Tout d'abord, je souhaiterais remercier au nom du SMAP Madame la Ministre et toute son équipe. On est présent aujourd'hui pour lancer le Virtual SMAP. Comme vous le saviez tous, suite à cette crise sanitaire, le SMAP, salon physique qu'on a l'habitude de faire un peu partout en Europe, s'adapte et il a pensé à lancer un nouveau événement virtuel qu'il a baptisé Virtual SMAP. C'est bien évidemment la prolongation de tous nos salons physiques. Ça sera sur 4 jours, du 21 au 24 mai. Et c'est 4 jours de live. Il s'agit d'une plateforme entièrement sécurisée qui permet aux professionnels du secteur de l'immobilier de rester en contact avec les milliers d'investisseurs et d'acquéreurs potentiels au Maroc et à l'international. Ce que vous venez de dire, on va juste pour qu'on ait une idée plus concrète, on va voir rapidement une petite vidéo pour voir à quoi ça peut ressembler un salon. Allez-y, Régie. Un salon virtuel, à quoi ça va ressembler? Merci beaucoup, merci SMAP. Voilà, ça me permet de faire la transition vers première question que je poserai à Madame la Secrétaire Générale. Voilà un impact vivant de la crise, un impact vivant sur une transformation d'un projet, d'un chantier, d'un salon. À cause de la crise, il s'est rabattu sur le digital. Et ça me permet de vous poser la question, Madame Orteri. Comment vous, ministère, pouvez nous parler rapidement de l'impact de cette pandémie sur le secteur de l'immobilier? La parole est à vous. Merci, Sibel Mansour. D'abord, je remplace Madame la Ministre parce que pour des imprévus survenus tard ce matin, donc elle ne pourra pas être malheureusement parmi nous, mais j'essaierai de la remplacer au mieux. Vous l'avez rappelé, c'est un secteur qui a fortement des impacts sur le côté social et économique.
C'est un secteur qui est fortement générateur de richesse. Il emploie 1 million d'emplois, 1 million de personnes par an, annuellement, donc c'est très important. Il est aussi, en termes de valeur ajoutée, il a une contribution de plus de 6,2 au PIB national. Ceci dit, je peux rappeler que cette crise sanitaire a impacté vraiment très négativement l'activité du secteur. Donc, nous avons institué au sein du ministère un comité de veille permanent qui a veillé au suivi de tous les indicateurs. Il nous a permis de relever tous les effets induits sur le terrain et au fur et à mesure de leur évolution. Nous avons aussi des indicateurs qui démontrent bien cet impact, puisque la production, elle a reculé de 17,36%. 17,36%. 17,36%. Les mises en chantier aussi ont été fortement touchées par l'activité. Sur quelle période, Madame la Secrétaire Générale? C'est les 6 mois du confinement. Les 6 mois de confinement. Donc la baisse d'activité dans les chantiers, elle est mesurée à peu près de moins 44%. C'est très important. Et bien sûr, vous le savez, c'est dû essentiellement aux restrictions de la mobilité pendant la période de confinement. Je pourrais citer le repli de la vente de ciment, c'est un gros indicateur du secteur, un repli de moins de 17,78%, presque moins de 18% de la vente de ciment a été enregistrée pendant cette période. Donc les indicateurs aussi se sont traduits par une activité bancaire très en baisse. Je pense que je peux le dire, les crédits Fogarim ont baissé de moins 47%. Oui. En termes de... Peut-être. Nous avons Cécile, il va peut-être développer plus en termes d'octroi de nombre de crédits par rapport à la même période de l'année dernière. Oui, c'est la même chose, c'est une comparaison. Voilà, Nous avons essayé de soutenir l'entreprise marocaine du BTP, bien sûr, durant cette période. Oui. Je rappelle que notre ministère a veillé à l'accélération du lancement des appels d'offres, à l'activation des paiements, bien sûr, au profit des entreprises. Essentiellement qui travaillent avec l'Omran, notre opérateur à 80% à peu près. Et bien sûr, nous avons essayé de liquider tous les arriérés. Nous avons aussi œuvré à accompagner les professionnels en vue d'assurer la sécurité sanitaire. Nous avons mis en place un guide sur la gestion de risques dans les chantiers. C'est un guide qui a donné lieu à des supports de communication pour informer les employés, les ouvriers du secteur de bâtiment à être vigilants en matière de transmission du Covid. Nous avons renforcé l'aspect relatif à la dématérialisation. Vous le savez, ça a été dit et redit par Madame la Ministre, nous avons dématérialisé plus de 90% de l'activité du ministère, les services fournis par les ministères. Je peux bien sûr parler de la dématérialisation opérée par les agences urbaines, oui, par tout ce qui est conventionnement avec les territoires. Les documents d'urbanisme. Tout à fait. Tout à fait, 90% ont été dématérialisés, c'est très très important. Nous avons aussi dématérialisé l'octroi de certificat de la qualification et de la classification des entreprises qui opèrent essentiellement pour l'Omran dans le secteur du bâtiment. Nous avons fait une petite remarque au moment du déconfinement, c'est-à-dire la période de juin. Il y avait une reprise très remarquée du secteur. Donc tout a repris, alhamdoulilah. Les indicateurs sont passés au vert. Donc, c'était un retour très, très rapide à l'activité habituelle du segment, surtout que ce qui concerne les transactions immobilières, peut-être si Yagou va nous en parler tout à l'heure. On va y venir, justement, pour les... on va y aller, je dirais, chronologiquement. Tout à fait. Confinement, comment c'était? Vous venez de dresser un tableau de l'évolution telle que vous l'avez vu, c'est-à-dire sur le plan institutionnel, sur le plan du côté du ministère de tutelle. Bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de demander aux promoteurs, aujourd'hui représentés par Si Anis Benjelloun, comment vous avez, vous, vécu cette pandémie, quels ont été les impacts au quotidien pour vous, professionnels, très rapidement, Si Benjelloun. Très rapidement, ça veut dire. Oui, très rapidement, pour moi, c'est pour qu'on puisse un peu faire le tour et qu'on reste un peu dans une, comment dire, dans une dynamique. Allez, speed, allez-y, on vous écoute, on vous écoute. Alors, bismillah ar-Rahim. Je remplace Monsieur le Président, Monsieur Kamil Toufiq,
qui m'a chargé de cette mission il y a à peine 2 heures. Il est malade, on lui souhaite un prompt rétablissement. Je vous félicite, madame, pour votre vidéo. Je vous félicite également pour la version virtuelle du SMAP. À mon sens, c'est une excellente initiative. Et je pense qu'à l'avenir, vous allez devoir garder cette option en amont de l'exposition, parce qu'effectivement, c'est une introduction qui est extrêmement intéressante et qui permettra aux potentiels acquéreurs d'affiner leurs recherches au moment venu sur le salon. Vous êtes l'une des rares, ou disons la seule, ouverture du Maroc sur l'étranger dans le cadre du bâtiment, et la Fédération tient à vous encourager dans ce sens-là. Merci. Bon, effectivement, la crise du Covid a accentué les difficultés du secteur, qui étaient bien antérieures à cette crise-là. Et cette crise aussi nous a permis de nous rappeler quelques fondamentaux que nous avons, qu'il faut se rappeler. La FNPI, c'est une modeste force de proposition par rapport aux autorités qui disposent de tous les pouvoirs législatifs et qui pourraient légiférer pour donner une dynamisation du secteur. Les questions qui a lieu de se poser, à notre sens, on profite de cette occasion pour se poser quelques questions. Est-ce qu'on est satisfait du modèle d'urbanisation actuel? Oui, on y viendra. Je voulais juste d'abord déjà avoir à chaud votre expérience, je dirais écoutez, Madame la secrétaire générale a très bien résumé la situation. Effectivement, il y a eu une baisse d'activité qui est considérable et qui est importante. Les chantiers ont été freinés pendant un long moment. La reprise est difficile. On est passé, en 2019, je crois qu'on était à 150 000 autorisations de construire. Madame la secrétaire générale a bien cité les chiffres qui sont en baisse. Également la production de ciment. On est à 12 millions de tonnes, alors que l'année dernière, on était à 14 millions de tonnes sur une capacité globale de 20 millions de tonnes de production. Des chantiers au ralenti. Les chantiers au ralenti. Et il faut d'autant plus qu'ils sont au ralenti que les perspectives sont difficiles, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui sont à la recherche d'emploi. Et aussi, les priorités ont été inversées. Les gens ne cherchent pas forcément à se loger maintenant, ils cherchent plutôt à se poser des questions sur leur avenir. Oui. Vous voyez, mais la demande, à notre sens, reste forte, elle reste même très forte. Est-ce que pendant la pandémie, est-ce qu'il y a eu quand même comme par exemple le virtuel, je dirais, peut-être que vous, au niveau du secteur, est-ce qu'il y a eu des tentatives, des changements de modèle, des promoteurs qui ont essayé, sous la houlette de la fédération, des pistes pour numériser, pour changer les modes de communication avec les acquéreurs? Enfin, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Alors, il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que, ça c'est les chiffres du ministère qu'on commente, 80% de la demande, 70 à 80% de la demande, se fait pour des logements qui sont inférieurs à 320 000 dirhams. Donc c'est une classe sociale qui est bien particulière. D'accord. Et maintenant, c'est la fin du logement social. Donc il y a aussi des perspectives à voir. Et il n'y a pas eu d'alternative à ces logements sociaux. Même pour la classe moyenne, les logements ne doivent pas dépasser les 600 à 800 000 dirhams. Et ça, il faut encore se pencher là-dessus. Et à notre sens, ce sont les deux options et les deux, disons, leviers qui pourront franchement relever le secteur. Ouais. Il y a eu des initiatives du ministère. Madame la secrétaire générale en a oublié une qui est très importante et qui est à inscrire à leur actif. C'est les baisses du taux d'enregistrement qui ont un petit peu relancé. Oui, et qui ont on viendra. C'est ma faute à moi, je l'ai freiné dans son élan. Elle avait commencé à parler de la reprise. Ça, c'est un point qui est important. Et je pense qu'elle allait en parler, mais elle va en parler. Mais moi, j'en parle à sa place. C'est une action du ministère qui est importante. Mais voilà, c'est dans le cadre de la reprise. Alors, ministère et professionnel, vous êtes d'accord, on est d'accord, vous êtes, c'est-à-dire l'impact est clair, il y a pas, vous venez de le détailler. Mais on peut être positif, il peut y avoir une reprise. Bien sûr. La reprise peut être là, il faut qu'il y ait des conditions. Chronologiquement, on est encore dans le confinement, donc je vous demande, messieurs, mesdames, de rester dans le temps. On est encore en confinement, le ministère vient Madame la secrétaire générale vient de nous dresser un bilan. Si Anis Bijloun, comment dans les premiers mois, vous, professionnels, vous avez ressenti ce choc,
Il y a eu un arrêt. J'aimerais aussi qu'un professionnel, mais c'est un professionnel un peu spécial, c'est un promoteur public, le seul promoteur public, je pense, hein, Si Kanouni. Rapidement, comment, là aussi, comment l'Amran c'est-à-dire s'est redéployé les premiers mois de la pandémie? Merci, cher Saad. Donc, évidemment, devant cette situation qui a été violente, qui a pris de court tout le monde, il a fallu également qu'on s'adapte. Alors, je ne reviendrai pas évidemment sur les mesures sanitaires et tout ce qui a été mis en place pour accompagner évidemment les décisions du gouvernement. Il fallait gérer cette phase de la meilleure manière possible. Alors, pour nous, alhamdoulilah, on n'a jamais arrêté totalement notre activité. On est présent sur tout le Maroc, on a 71 représentations sur le territoire. Au minimum, on a été à 19%. Et je tiens à dire que 19% 19% au minimum de l'activité globale. Okay. Et je tiens franchement à rendre hommage aux femmes et aux hommes du groupe L'Amran parce qu'il y a une mobilisation. Je ne parle pas des autres, je sais que le Maroc a une mobilisation extraordinaire sur l'impulsion de Sa Majesté, mais qui a permis justement d'essayer d'atténuer au maximum cette situation. Alors nous ne sommes pas qu'un promoteur, comme tu l'as dit, peut-être ça représente 20% de notre activité, mais le plus gros, Madame la secrétaire générale l'a rappelé, c'est les programmes publics. Nous sommes à 83%, 84% l'opérateur qui réalise des différents programmes qui sont très importants et qui le sont encore davantage durant cette période-là. Y compris les programmes, alors, la lutte les contre programmes de relogement, le bidonville, de recasement, de relogement. Exactement, tout ce qui est restructuration. Alors tout cela, c'est des populations qui est vraiment très vulnérable et qui a été encore plus affectée durant cette période-là. Et nous avons fait, nous avons mis en place des plans de continuité d'activité, les différentes filiales, nos différentes agences provinciales. Nous avons également travaillé vraiment de concert avec le ministère. Et là, on a parlé peut-être de confinement, mais une mobilisation, et encore une fois, je ne dis pas que c'est uniquement dans notre secteur, mais une mobilisation au quotidien. On travaillait jusqu'à des heures extrêmement tardives la nuit, on a travaillé des week-ends, etc. Parce qu'il fallait également essayer de soutenir au maximum le secteur et les programmes publics. Madame la secrétaire générale l'a dit, on n'a jamais baissé la garde, au contraire, nous avons même pris des initiatives très fortes durant ce moment, en fonction de ce qui était possible, évidemment, région par région, territoire par territoire. Est-ce qu'au niveau de votre clientèle, Kanouni, est-ce que vous avez remarqué aussi la même, c'est-à-dire les visites sur vos chantiers ont disparu, vos showrooms étaient vides? Ça c'est clair. Nous avons maintenu une permanence au niveau de nos agences. Oui. Sur l'ensemble du territoire. Nous avons travaillé beaucoup en distanciel, puisque nous avions passé, disons, peut-être les premiers jours, semaines, où il y a eu quand même au niveau national et au niveau mondial, même je dirais, un peu de panique. Bien sûr. Les gens ne savaient pas ce qui allait se passer au niveau de la santé, au niveau de leur travail, mais petit à petit, les choses ont commencé à se remettre un peu en place d'une manière très, très tranquille, évidemment. Mais on a essayé de contribuer le maximum justement pour redonner cette confiance et montrer que l'entreprise était là. Entreprise, je pense que toutes les entreprises ont essayé de le faire, mais nous aussi, on avait une responsabilité plus grande, c'est qu'on est une entreprise publique et les pouvoirs publics étaient toujours avec nous, en train de nous encourager, nous pousser absolument pour donner l'exemple, pour montrer qu'on était là. Et c'est ce qui a pu être fait. On pourra peut-être revenir même sur tout ce qui a été fait avec le ministère et même les autres acteurs institutionnels, parce qu'on a signé très très tôt, dans un élan extraordinaire, franchement, dans ces moments-là où on n'avait pas de visibilité, il y a eu un soutien de tous les partenaires pour le maintien de solidarité qui a été signé très tôt. Merci Sikanouni. Alors, cet impact aussi, bon, bien sûr, on va se situer plus en aval. Je viendrai au côté financement, mais je voudrais d'abord, avec ta permission, Sisraini, les notaires qui nous disent, eux, bien sûr, à la sortie, c'est les transactions. Donc, si tout s'arrête, bien sûr, les transactions vont devenir plus rares, voire carrément s'annuler. Vous, notaire à Siagou, comment vous avez
vu l'impact de cette pandémie en termes de transactions, volume de transactions et voilà. Merci. Si vous permettez, d'abord, je m'adresse à Madame la Ministre. Donc, je le remercie de nous avoir invités à participer à cet événement. Donc, et je le remercie également pour l'intitulé des thèmes, donc, qui est donc l'immobilier, quelle relance pour 2021. Donc, le choix d'abord de la thématique qui est fort, donc intéressant. Et il est à la fois également donc passionnant et légitime que chaque intervenant donc doit se poser à l'aube donc de la nouvelle année, suite donc à une période, une année donc de crise sanitaire. Et si aujourd'hui donc on se permet donc de se projeter post-Covid, il est nécessaire également de se poser la question de savoir donc quel est le bilan. Le bilan de cette année que nous avons traversée, cette année difficile que l'économie mondiale donc a connue, et plus particulièrement donc le secteur de l'immobilier. Également, de s'opposer, ne pas limiter donc l'étude uniquement à l'impact de cette crise, mais également se poser donc de mesurer et d'évaluer également l'impact de ces mesures donc, qui ont été donc, mises en place. C'est prévu dans le conducteur. Oui. Mais déjà, Siago, déjà pour l'impact, en 2 mots, comment vous l'avez? Comme vous le savez, donc, la profession de notaire comme un tiers de confiance et un authentificateur des transactions. Et donc la dernière étape donc, de la valeur donc, immobilière, il a été également donc, impacté comme toutes les professions et comme tous le secteur. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur sur l'évolution des transactions? Oui, bien sûr. Donc, j'ai dit donc, nous étions donc pour faire face donc à cette période donc très difficile. Donc, nous avons donc recouru donc à tous les moyens et demandé à tous les notaires. D'abord, on n'a pas fermé. Donc on était obligé donc de travailler, de continuer donc à travailler. Peut-être nous étions les seules professions qui a continué à travailler même pendant le confinement. Au tout début, il y avait un petit cafouillage, mais il y avait beaucoup de difficultés. C'est vrai que les gens ils ont beaucoup souffert. Donc, ils ont beaucoup souffert parce que tout simplement ils étaient donc dans un dilemme. D'accord. Il y a le côté donc sanitaire et les mesures sanitaires. Il y avait le côté également de continuer en travaillant donc dans des conditions qui sont vraiment très très difficiles. Donc à telle enseigne donc le nombre donc des transactions a baissé. D'accord. Oui. Sensiblement donc baissé jusqu'à comme l'a dit jusqu'à 90%. Il y avait même une sorte de paralysé, donc surtout pendant le deuxième trimestre de 2020, donc il y avait vraiment la paralysie. Nous avons donc. Quand vous dites paralysie, c'est-à-dire zéro presque zéro. Quasiment. Oui, quasiment. Donc, par rapport, pour situer, c'est par rapport au niveau des transactions d'il y a 1 an auparavant. Bien sûr, on fait toujours le comparatif avec l'année précédente. D'accord. Et cela, c'est pas dû exactement à l'absence d'opération, mais il est dû donc à l'impact donc des mesures qui étaient prises, notamment les déplacements, limiter les déplacements. Donc les administrations étaient obligées donc de fermer carrément, donc il y avait donc la fermeture. Ça veut dire que les notaires ils ont souffert, mais malgré tout ça, on a essayé donc de faire avec les moyens de bord. Comme vous le savez, la profession de notaire était pionnière en matière donc de dématérialisation et de digitalisation de leurs relations avec certaines administrations, notamment la DGI, la CDG, la conservation foncière et d'autres. Donc nous étions obligés donc, de recourir à nos propres moyens et ici en question d'alléger l'impact donc, de cette route et répondre donc, aux besoins aussi de nos partenaires, aussi des promoteurs immobiliers, aussi également des banques, parce que pendant la crise, il avait donc le besoin donc, de faire face, notamment pour pour le financement également. Je sais que la profession a, elle aussi, s'est ingéniée à trouver des solutions, qu'elle a développé des initiatives, des outils très intéressants. On va y venir. Des petites choses qui ont été faites par les notaires qui étaient très intéressantes et qui pourraient être généralisé par la suite. Si vous permettez, je voulais uniquement ajouter, en ce qui concerne, que nous avons fait une étude auprès des notaires pendant à partir du mois de juin, nous avons pour voir en quelque sorte l'impact de ce Covid sur il y avait même certaines études qui
qui étaient obligés de fermer. Nous étions obligés de recourir à un fonds de soutien pour venir en aide à certaines études. Okay. Donc, selon cette enquête sur la crise sanitaire, 40% des notaires interrogés, ils ont eu recours donc, au moratoire donc, de remboursement. Oui. Et il y a 14% qui ont recouru donc, au financement donc, qui est garanti par la caisse de garantie. En fait, ça, c'est l'impact sur la profession. Sur la profession de manière générale. La profession notariale. Bien sûr. Okay. Bon, bien sûr, forcément, puisque vous êtes intimement lié au volume au secteur de l'immobilier. S'il y a un effondrement, forcément, donc ça se retrouve chez vous. Donc il y avait donc un léger reprise donc au niveau donc à partir donc du mois de notamment à partir du mois de septembre. Après donc les mesures incitatives. On va y venir, Oustaz Diago. Merci beaucoup. On va laisser parler les financiers. Bien sûr, vous aussi, vous êtes un peu le baromètre. Hein. Il y a les professionnels qui sont sur le terrain, mais la température, on la prend chez vous. Et on la prend chez eux aussi. C'est là où on sent. On prend la température du secteur. Alors, si Sagrini, vous êtes sur un mode de financement assez spécial. Vous êtes dans la garantie. Vous avez des outils, Fogarim, j'en parlais tout à l'heure, on en a parlé, Madame la Secrétaire Générale, Fogarim, Fogaloge. La pandémie, comment vous l'avez vécu, vous, au niveau de l'activité, de la garantie, des financements, à votre niveau, oui? Je vais essayer d'enlever comme ça. Oui, bien sûr, vous êtes autorisé. Je pense que le maître est déjà... Merci bien. Alors, je voudrais commencer avant de parler on va dire, sur l'accès au logement et son financement. Je voudrais bien rappeler ce qui a été fait avant tout pour, on va dire, l'écosystème, je dis l'écosystème beaucoup plus, les industriels de la promotion immobilière. Parce que la difficulté, je ne vais pas être trivial pour rappeler je dirais, tous les moments que nous avons passés au cours de l'année 2020. La difficulté, beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs ont été en difficulté. La promotion immobilière, Madame la Secrétaire Générale l'a bien rappelé, avec des arrêts de chantier, avec des difficultés, et tout cela crée des déséquilibres. Des déséquilibres au niveau, on va dire quoi, au niveau de la construction, on va dire, d'un certain nombre de programmes immobiliers. Et donc, la première réponse a été Oxygène, c'était au moment du confinement, le moment le plus dur. Pourquoi? Parce que les difficultés, on va dire, de déplacement, les arrêts, etc., ont fait que, malheureusement, c'était une période très, 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 très difficile. Pas uniquement pour la promotion immobilière, pour l'essentiel de l'activité économique. Exact. Et donc, avec Daman Oxygène, on a essayé l'État, donc c'est une décision au niveau du comité de veille économique, c'est de répondre à cette durée de 3 mois, donc qui était le mois, on va dire, d'avril, de mai et de juin, pour faire en sorte de combler, on va dire, ce déficit qui va se creuser, qui va se constituer pour un certain nombre de promoteurs immobiliers. Et donc, Daman Oxygène a été donc une réponse, certes, pour la totalité des secteurs, mais vu on va dire, la spécificité, et donc également sur le modèle de financement des entreprises de la promotion immobilière, on avait mis en place Daman Oxygène, promotion immobilière, et pour laquelle on finançait un autre CPI qui s'ajoutait déjà au CPI existant pour pouvoir combler, on va dire, ce manque qui va se traduire pendant ces 3 premiers mois. C'était les premières mesures pour le financement de la promotion, exactement, de la promotion immobilière. On était en plein confinement. C'est ça. D'accord, en plein confinement. Et donc, les premières solutions, c'était ça. Donc, c'était Daman. Et c'était fait uniquement pour, on va dire, ce qu'on appelait les PME, les ETI. C'est-à-dire, on n'était pas dans les grands groupes. On était uniquement pour celles qui font un chiffre d'affaires de moins de 500 millions de dirhams. Et donc, un certain nombre de promoteurs immobiliers ont pu ainsi financer, on va dire, les charges nécessaires. Donc, nos amis de l'Omran, par exemple, ils ne sont pas éligibles à ça, bien sûr. Enfin, demain, on fera de belles choses avec l'Omran, Inch'Allah. D'accord. Donc, ça, c'est pendant le confinement. Alors, passé le confinement, on part sur la reprise d'activité. Et la reprise d'activité également, un certain nombre donc, de tentatives mises en place, certes, pour le tissu économique, mais également, vu, on va dire, la spécificité, relance promotion immobilière a été mise en place. Et donc, son objectif, c'est de faciliter tout ce besoin nécessaire pour le redémarrage de l'activité des différents promoteurs immobiliers. Donc, pour vous montrer qu'il y a eu, on va dire, des réponses au niveau du CVE pour la spécificité, pour, on va dire, c'est la catégorie, en tout cas, de la promotion immobilière. Donc ça, c'est un impact sur votre activité à vous, bien sûr. Ah, mais bien sûr, parce que quand on parle de crédit, vous le savez très bien, parce que vous avez beaucoup suivi, nous n'étions pas présents sur la promotion immobilière. Oui.
on va dire, c'est la force des choses, c'est la crise qui a fait en sorte que les outils, moi quand je dis la performance immobilière, dans sa version producteur. Bien sûr, pas version acquéreur. Exactement, pas la version acquéreur. Donc, c'était les premières, on va dire, solutions qui étaient mises en place pour pouvoir soutenir le secteur, pour traverser, on va dire, essayer d'aider, en tout cas, à traverser cette période. Et donc, aujourd'hui, ce sont des centaines de projets qui ont pu bénéficier de financement. Je vais vous donner les chiffres parce que la dernière réunion du CVE au mois de janvier a prolongé encore de 3 mois. Oui. Et donc, on aura les chiffres, Inch'Allah, à la fin du mois de mars. Côté acquéreur, Fogarim, Fogaloge, comment ça s'est comporté pendant le Je ne vous cache pas que nous étions, enfin, je parle des équipes CCG, on s'attendait, au moment bien sûr du confinement, et au moment où il y avait de la difficulté, on s'attendait réellement à une baisse à 2 chiffres. Oui. On s'attendait, on va dire, du 20, du 30%. De baisse. Comme l'a dit Madame la secrétaire générale, au cours du second trimestre, oui, la baisse était importante. Normal, on était en plein confinement, oui, et donc on a bien vu une chute de 40 à 50, 60% à peu près qui s'est établie. Mais à partir du mois d'octobre, et avec la force des différentes mesures qui ont été au niveau de la loi de finances rectificative, il y a eu une reprise rapide à partir du mois de juillet et un effet de rattrapage à partir du mois de août-septembre. Et donc on termine l'année, oui, par rapport à l'année dernière, oui, si je prends Damas-Sakan dans sa globalité, oui, moins 4, moins 5%. Sur toute l'année? Oui, c'est-à-dire on prend en 2019 et on prend en 2020. Mais on va un peu sectionner l'année. On va dire que la première partie de l'année, les premiers mois de la pandémie, c'était un... On va dire les 2 premiers mois, janvier-février, on est dans une tendance normale. Oui, normale, comme tout le monde. Une chute à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai. Oui. Une légère reprise, un tout petit... Enfin, reprise, mais par rapport au mois de mai, hein, d'accord, au mois de juin. Et après, une courbe qui est beaucoup plus importante, qui atteint son haut au mois d'octobre ou novembre, d'accord, pour légèrement se replier, enfin pas replier, mais une toute petite baisse, ce qui nous a permis d'avoir un effet de rattrapage par rapport au premier semestre. Ok, très bien, c'est intéressant. C'est un peu ce qui ressort un peu de vous, des constats de tout le monde, c'est que les premiers mois de la pandémie étaient tout simplement un arrêt total des activités. Tout le monde était... C'était inédit pour tous, hein, donc nous-mêmes, hein, y compris nous, dans les médias, la presse, personne ne savait comment faire. Hein. Tout le monde cherchait des solutions. SMAP déroule virtuel, l'Omran il essaie un peu de le ministère il dématérialise. Bon, on se débrouillait comme on pouvait, mais la deuxième moitié de l'année, après le déconfinement, je pense qu'il y a eu les premiers signes de la reprise. Madame Warderi, on entame la partie reprise. Quelles ont été les mesures pour asseoir cette reprise? Comment vous avez fait? Comment vous vous êtes organisé? Qu'est-ce qui a été pris comme mesure, comme décision pour booster le secteur et pour l'aider à se relever? D'abord, c'est bon ça, je voudrais rappeler la participation de Madame la Ministre aux différents CBE. Ça nous a permis d'avoir des garanties de financement, ça a été évoqué par Sister René, telles que Daman Relance et Daman Oxygène, qui ont pu donner du souffle, si j'ose dire, aux entreprises opérant dans l'immobilier. Nous avons aussi initié un cadre de solidarité avec les différents, avec l'écosystème du secteur de la construction. Nous avons signé un pacte qui avait pour objectif d'abord de garantir le maximum d'emplois pour ne pas en perdre. On sait qu'on a perdu 9 000 à peu près pendant le confinement. Combien? 9 000 emplois quand même. Mais par ce pacte, nous avons essayé de garantir au moins des conditions sanitaires adéquates, oui, vu que c'est une pandémie, comme vous l'avez dit. Vous parlez d'emploi direct, bien sûr. Hein, direct, vous parlez d'emploi direct, parce que j'imagine que dans les indirects, il doit y en avoir... C'est multiplié pour moins par 10. Absolument. Donc, dans ce cadre de solidarité, on a essayé aussi d'instaurer des règles sanitaires, oui, via ce que j'avais dit tout à l'heure, le guide sanitaire dans les chantiers, parce qu'il y a des opérateurs qui ont gardé un minimum d'activité. Je parle de l'Amarin par exemple, qui a gardé plus ou moins 20% de l'activité dans les chantiers. Nous avons, je l'avais dit tout à l'heure, accéléré le déblocage des paiements des prestataires. Nous avons essayé de fluidifier tout ce qui est instruction des dossiers d'autorisation.
Et bien sûr, je vais revenir à ce qu'a dit Sibin Jeloun. Le fruit des CVE, la participation du ministère au CVE, c'était des facilitations fiscales qui ont été obtenues grâce à la loi de finances rectificative 2020. Donc, les droits d'enregistrement par l'exonération totale le produit de 150 000 et celui de faible valeur immobilière, l'abattement de 50% pour les biens qui n'excèdent pas 2,5 millions et l'extension, bien sûr, très importante de l'achèvement des logements sociaux pour une année supplémentaire. C'est très, très important. Toutes ces mesures avaient été prises, je rappelle, très rapidement, la loi de finances rectificative. Tout à fait. Juste après le déconfinement et lors de ces différents CVE, donc on a pu acter ces améliorations ou ces actions qui ont permis quand même de relancer l'activité assez rapidement. Donc ça a permis bien sûr une amorce assez rapide. Donc, et c'est ce qui nous a... Quand on a constaté cette dynamique qui a été reprise, ça a été promulgué la loi de finances 2020. Donc et ça a été élargi même à 2021. Pardon. 2021 voilà. Donc on a élargi les droits d'enregistrement jusqu'à les produits qui valent moins de 4 millions de dirhams. Déjà, on est dans... Parce qu'il y a en fait 3 temps. Il y a la pandémie, tout ce qui a été fait pendant la pandémie. Tout à fait. Juste après le déconfinement, la reprise pour essayer d'aider les gens à redémarrer. Et le 3e temps, bien sûr, et vous faites bien d'en parler, Madame la Secrétaire Générale, il y a eu la relance où on a pris du recul et on avait devant nous un budget 2021 qu'on va préparer, que vous avez préparé avec les professionnels, etc. Donc là aussi, encore une fois, Smhili, je vais vous dire, allez, on temporise le temps de dire aux différents professionnels comment ils ont vécu ce 2e temps de reprise. Par exemple, Sibin Jeloun, Madame Orderet, elle a des mesures de reprise dans la loi de finances rectificative. Ntouma, la profession. Est-ce que ça a répondu d'abord? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça répondait à vos attentes dans l'immédiat? Je parle des premières mesures de reprise, pas de la relance pour 2021. On est au lendemain du déconfinement. Il y a eu des mesures. Est-ce que vous aviez des attentes qui ont été entendues, je pense, exaucées, des doléances qui ont été entendues? Là, ça n'a pas vraiment répondu en totalité à ce que vous attendiez. Alors, je vais y répondre, mais si vous permettez, je vais revenir sur un point pour compléter les propos de M. Sarghini. Il faut bien comprendre que quand il y a eu la pandémie, il y a eu un arrêt de l'activité. Oui. Un arrêt total, quasiment total. Ce qui s'est passé, c'est que le promoteur immobilier s'est retrouvé avec des crédits bancaires qui sont importants, conséquents. Pour vous citer des chiffres, l'ensemble des crédits alloués à l'économie marocaine, vous le savez, c'est à peu près 900 milliards de dirhams. Et ceux alloués à la promotion immobilière et au secteur de l'immobilier, c'est 250 milliards de dirhams. Donc c'est du 25 à 30%, c'est énorme. Donc les promoteurs n'avaient pas la possibilité de rembourser ces crédits-là. Parce qu'effectivement, les transactions ont stoppé. Vous voyez? Donc on s'est retrouvé dans un dilemme. Et ça a été franchement difficile. Et en plus de ça, il y avait un problème de délai de livraison. C'est-à-dire qu'il y a eu arrêt d'activité, il y a eu arrêt aussi donc, de la finition des chantiers. Et effectivement, heureusement que le ministère, dans le cadre des concertations constructives pour lesquelles on remercie le ministère avec les professionnels, pour pouvoir trouver des solutions et des adaptations par rapport à ces différentes problématiques-là. Alors, Daman Oxygène a été conçu pour uniquement soutenir, si vous voulez, l'activité en tant que telle, c'est-à-dire les salaires de base des cadres et des entreprises. Ce n'est pas un octroi financier ou un prêt financier pour maintenir l'activité. C'est uniquement pour ne pas que les structures payent leurs employés. Alors, les membres de la Fédération de la promotion immobilière, bon, le Daman Oxygène est venu un petit peu en retard. Malgré ça, on a pris l'engagement de ne pas disons, licencier nos employés. On a continué à payer les gens. Et bien plus que ça, même la Fédération, les membres de la Fédération, dans le cadre d'un effort national et pour répondre à la demande de Sa Majesté au Fonds de solidarité, on a mobilisé nos troupes et on a contribué d'une manière assez conséquente dans ce fonds-là. Ensuite est venu Daman Relance. Daman Relance, effectivement, avec certaines difficultés, il faut le dire, et certaines adaptations qui doivent être faites,
ont refinancé un petit peu l'activité en tant que telle, et pas uniquement le paiement des salariés. Oui. Donc ça, c'est un plan de relance qui a... Bon, il faudrait revoir un petit peu certaines formes. Mais les initiatives faites par le ministère, donc avec la concertation en concertation avec les opérateurs du secteur, à savoir donc le taux, la réduction du taux d'enregistrement, c'est un signal très positif fait pour le citoyen. Le report d'une année de la livraison des logements sociaux, c'est aussi fait un signal très positif. Et également, ce qu'a fait le ministère, une chose qui est très importante en tant que telle, c'est la dématérialisation et ROHAS. Vous voyez, oui. ROHAS est un outil informatique qui est très important. Bon, il y a des difficultés au niveau de sa mise en application. Ça, c'est une chose qu'il faut revoir. Il faut perfectionner ce système-là pour fluidifier les dossiers administratifs, parce que le but, c'est de créer des emplois. Et ça, on en parlera dans le cadre de la relance. Mais donc, il y a eu une réaction qui était conséquente de la part du ministère. Bien sûr, nous, en tant que tel, on demande plus. Toujours. Mais, alhamdoulilah, il y a comment dirais-je, un courant très favorable qui passe entre les autorités publiques et les opérateurs du secteur privé et même public également, pour contrer cette situation qui était inédite et pour laquelle on était franchement dans l'expectative. Merci. Et on ne savait pas comment prendre le... Ok, merci Sidi Mejloul. Moi, vous me permettez de faire la transition avec peut-être Cissé Raini, puisque on parlait tout à l'heure vous parliez de la deuxième partie, vous avez de l'année où il y a eu... Comment vous avez, juste après le déconfinement, donc, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu un effet immédiat, rapide, de tout ce qui a été pris comme mesure dans la suite, par exemple, la loi rectificative? Est-ce que ça s'est retrouvé chez vous, dans vos activités? Je dis que on va dire, un certain nombre de mesures ont eu un impact favorable pour pouvoir nous permettre également d'avoir une année, je dirais, pas avec une baisse trop importante. La preuve, c'est qu'on est à moins 4, moins 5%. Il y a eu un effet de rattrapage. Par rapport à la... Voilà, exactement. Ce qu'on remarque, c'est que le second semestre a été un effet de rattrapage par rapport, on va dire, à la baisse importante qui était au cours du premier trimestre. Mais là, vous me parlez de transactions. Oui. D'accord, le côté transaction. Absolument. Le côté transaction, oui. C'est Kanouni, est-ce que, par exemple, vous, juste après le déconfinement, après l'annonce des premières mesures, je dirais une ambiance plus détendue, est-ce que vous l'avez remarqué chez vous, dans vos activités, sur vos chantiers, dans vos showrooms, plus de demandes de clientèle, est-ce que vous l'avez remarqué, cette reprise? Comment vous l'avez senti, vous? Absolument, et Dieu merci. C'est clair, parce qu'à un moment, c'était vraiment l'arrêt quasi total. Et il fallait faire face aux différents engagements, etc., ce qui était bien sûr très compliqué. Mais je l'ai dit, on a quand même pu construire une certaine relation durant cette période-là, puisqu'on était très en contact avec les clients, même au plus fort du confinement. Oui. On appelait pour prendre des nouvelles, etc., pour rassurer les gens, etc. Et par la suite, petit à petit, on a senti que la confiance revenait. C'est-à-dire même durant les 3 mois, à partir du mois d'avril, mai, on a commencé à avoir des chiffres qui augmentaient. On s'est fixé des objectifs mois par mois, qui étaient certes modestes durant cette période, c'est normal, mais on a constaté qu'on était quand même en dépassement par rapport à ces objectifs. Il y a eu une belle mobilisation, et une fois que le confinement total a cessé, d'ailleurs il y a eu un appel des autorités publiques pour reprendre. Exact. Et pour la petite anecdote, le jour J, on était au bureau, on voulait organiser le lendemain comment on allait encourager les gens à revenir. On a été très surpris de trouver pratiquement tout le monde présent. D'accord. Il a fallu gérer les choses de manière... Alors, et au niveau, effectivement, des clients, on a senti en fait les personnes qui ont vu... Bon, déjà, les problèmes de santé étaient dépassés, enfin, globalement, évidemment, avec la situation telle qu'elle est. Les gens commençaient à être un peu rassurés. Il y a des personnes qui ont vu que leur secteur continuait à tourner. Ils n'allaient pas perdre leur emploi, ils n'allaient pas perdre leur revenu. Donc ces personnes-là ont commencé à revenir d'une manière un peu plus forte. Certains étaient un peu dans l'expectative, mais on sentait effectivement une amélioration progressive.
Ça tranchait avec les mois qui précédaient, ça tranchait. Absolument, non, c'était ce que je comprenais de heureusement. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est à partir des mois de septembre qu'on a commencé à ressentir vraiment... Là, la relance commençait à s'installer. La relance commençait à s'installer progressivement, n'est-ce pas, Madame avec une confiance globale qui commençait à s'installer. C'est la confiance pour les investisseurs, pour qu'ils puissent produire des logements, mais aussi pour les citoyens. La loi de finances rectificative et la loi de finances 2021 a permis cette facilitation en donnant des exonérations sur les droits d'enregistrement. On a pu booster l'achat de logements neufs. Et ça a permis, bien sûr, par conséquent, de booster aussi la réalisation de logements. Il y a aussi ce qu'a abordé tout à l'heure Césarine sur les daman oxygène et daman relance qui ont donné aussi de la visibilité et du souffle, si j'ose dire, aux entreprises. Alors, votre plan de relance, en 2 mots, c'est comment vous l'avez construit, autour de quoi? On est en train de travailler sur une nouvelle vision de programme, bien sûr, qui... On a beaucoup appris de la crise sanitaire, donc on est en train de travailler sur une vision concertée avec tous les partenaires, avec les professionnels bien sûr et avec les institutionnels pour avoir des logements aujourd'hui qui sont en plus dans la qualité, qui sont dans l'amélioration des conditions de vie. Je pense qu'on en a beaucoup appris pendant le confinement, donc on est en train d'élargir la superficie des logements, notamment ceux qui sont destinés à la classe sociale et moyenne, je dirais, basse. Donc ceci, c'est très très important de le dire. Cette vision, elle est très largement concertée, on y travaille. Ça va sortir parce que bon, il y a eu l'impact du Covid pour voir sortir ceci dans la loi de finances 2021. Ça a été difficile de le sortir, mais on y est en travail pour, Inch'Allah, pour bientôt. Je voudrais aussi parler qu'on a travaillé pendant cette période sur le locatif. C'est un secteur qui a été très très oublié. Donc je pense via les OPCI qui ont englobé le secteur résidentiel, c'est très important pour les investisseurs qui veulent produire du logement pour la location. Nous avons ouvert beaucoup de chantiers pour la relance, et surtout la VFA, la vente en futur état d'achèvement. C'est une garantie pour le promoteur, mais aussi pour l'acquéreur, pour qu'il y ait ce mot qu'a dit Sekanouni, confiance. La confiance dans l'investissement dans l'immobilier et la confiance pour acquérir un logement. Ceci est très très important et indispensable pour encourager les transactions immobilières. Sekanouni, comment un opérateur public comme vous pourrait se positionner sur ce début de dynamique en revoyant peut-être vos formules, en réadaptant vos produits peut-être, je n'en sais rien, c'est à vous de nous dire, mais comment Amran, par exemple, se positionne sur cette dynamique et pourrait la booster lui-même? C'est vrai que beaucoup d'enseignements ont été tirés de cette pandémie et de ce confinement. On s'est retrouvés dans des logements qui devenaient notre univers de vie. On faisait tout chez nous, et ça a duré beaucoup de temps évidemment, et ce qui a amené les gens à réfléchir à vivre autrement. Donc déjà par rapport à ça, on travaille nous avec une entité qu'on a créée depuis 2 ans, presque 3 ans maintenant, de recherche et développement, pour essayer de produire plus vite, de produire moins cher et de produire mieux. Et un certain nombre de choses sont déjà en place. On travaille avec un certain nombre. Donc là, grâce à la pandémie, vous avez accéléré tout ça? On a... oui, disons qu'on était déjà conscient de la chose, mais j'espère que ça va entraîner beaucoup à nous assister pour ça, parce qu'on ne veut qu'un acteur parmi d'autres, évidemment. Oui. Mais c'est des solutions dont vraiment le Maroc a besoin. Mon ami Sibeth Jeloun a parlé du pouvoir d'achat du Marocain, que ce soit pour le social, que ce soit pour la classe moyenne. Il faut trouver des produits à leur portée. Absolument. Et ça, il faut trouver des solutions. Alors, une partie vient probablement des... Excusez-moi, parce que c'est difficile de respirer. Une partie vient de ce qu'on peut apporter comme amélioration et innovation au niveau de nos manières de construire, des matériaux de construction peut-être, des méthodes. Il faut trouver et innover, mais il faut également être capable d'agrandir et il faut être capable d'offrir un cadre de vie. Et pour que nos amis promoteurs privés qui ont apporté une contribution extraordinaire pour le secteur et pour l'économie d'une manière générale puissent également répondre à cela,
il va falloir que nous trouvions des solutions pour avoir du foncier adapté et à des prix adaptés. À des prix adaptés. À des prix adaptés. Il n'y a pas de miracle. Parce que si on donne de la visibilité aux promoteurs privés ou aux promoteurs publics, même pour nous pour la partie, je dirais, construction, si on n'a pas un prix de foncier qui est adapté, c'est impossible. Vous ne pouvez pas produire à... Nous ne rêvons pas. Oui. Alors, je pense que cette prise de conscience est également là. Nous travaillons, entre autres, avec notre ministère, mais avec d'autres départements, parce qu'il est impératif, alors en plus, de faire face aux besoins qui vont venir. Il y a un déficit aujourd'hui, il y a un besoin de mutation d'un certain type de logement vers d'autres, donc il y a déjà un besoin qui est là, qui s'exprime, il va falloir trouver des solutions, mais il y a encore 5-6 millions de Marocains qui vont venir dans les villes, il ne faut pas l'oublier. Au moment où nous parlons, l'exode rural, il y a la croissance, etc. Et tout cela, il faut se préparer. Alors, il n'y a pas de secret. C'est pour ça que je dis qu'il y a des discussions qui sont en cours. Déjà, le Omran, et on oublie très souvent, un des rôles principaux que nous avons, c'est l'aménagement. Nous sommes le plus grand aménageur au niveau national. Nous avons 4 villes nouvelles, 52 pôles urbains. Et ça, qu'on oublie, c'est de grands pôles, dans lesquels on essaye de la manière la plus efficace possible, à notre niveau, mais on a besoin de nos autres partenaires institutionnels, justement parce que c'est des... De déployer des modèles. C'est des opérations qui sont, où il y a de la mixité sociale, c'est des opérations intégrées, et nous souhaitons avoir plus d'accompagnement au niveau des équipements publics, parce que c'est normal, les gens qui se déplacent, il faut qu'ils trouvent cela, et avoir même de l'activité économique. C'est-à-dire, ces projets de développement et d'aménagement ne doivent pas servir uniquement pour l'habitat, ils doivent servir pour que se déploient les différents besoins de développement de ce territoire. Les cadres de vie, comme vous dites. Un cadre de vie global, et ça ne peut se faire que dans un cadre de convergence globale. C'est ce qu'on travaille dans le cadre de la planification urbaine, mais on essaie également de concrétiser. L'avantage d'un opérateur comme le nôtre, c'est que nous pouvons concrétiser, et à travers cela, et je terminerai sur ça, déjà on le fait aujourd'hui. Nous avons du foncier adapté, enfin en tout cas à des prix qui sont fixés pour les types de logements qui est souhaité. Alors, on veut avoir des logements à 140 000 dirhams, nous pouvons l'offrir à un prix qui est adapté. Des logements à 250 000 également. La classe moyenne aussi. Le problème, c'est comment rendre ces différents pôles plus attractifs. On ne peut pas le faire tout seul, c'est ce qui se fait à travers le monde. Il faut qu'il y ait une convergence des efforts publics pour ce faire. Comme ça, même l'investisseur privé, quand il va, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Vous voulez de la classe moyenne pour Rabat, où est-ce que vous allez trouver le foncier ? Ce n'est pas l'intérêt de la ville, ce n'est pas la peine de rêver. À Casablanca non plus, à Marrakech non plus. Il faut aller en périphérie, mais dans des opérations qui sont structurées, soutenues par l'État. On a parlé tout à l'heure de la confiance. Il faut que l'investisseur lui-même ait confiance, c'est-à-dire le promoteur immobilier, si on ne parle que de ça, mais il y en a d'autres investisseurs, il faut qu'il ait confiance, mais ce citoyen qui va venir également, il va se dire, si je viens ici, peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas parfait, mais il y a toute une dynamique et il y a un travail global des différents besoins de ce citoyen, et il a confiance en l'avenir, il va venir. Et c'est là où l'État, où on peut, la collectivité, disons, offrir ces terrains pour que ces politiques de logement, velvéité, parce qu'on a parlé également de la prévention et des Marocains qui arrivent, la classe sociale, la classe moyenne et autres, ça ne peut être que dans des opérations comme ça que ça peut se faire. Si Kanouni et Madame la Secrétaire Générale ont soulevé le problème du prix. Forcément, quand on parle de logement, on parle de prix. On dit logement abordable, c'est incontournable. Alors, moi j'ai envie de savoir, qu'en est-il de l'état des prix après la crise ? Est-ce qu'il y a eu baisse ? On a entendu parler on a vu des baisses par-ci, par-là. Comment vous êtes... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution des prix après Covid ? Est-ce que c'est des baisses qui vont rester, qui vont durer ? C'est un retour normal, une correction technique, ou là c'est juste, ça pourrait repartir à la hausse ? Très bien. Avant de répondre à cette question qui est très importante, je remercie ici Kanouni Tabarakallah alayh. Je pense qu'il a cerné tout le problème. Il a cerné toute la problématique. Je vais étayer certains points dont il a parlé. Effectivement, un logement, ce n'est pas uniquement un endroit où on dort. On passe plus de 50% de notre temps dans un logement. Donc il faut que ça soit un espace de vie agréable, épanouissant, harmonieux pour le citoyen, pour sa famille. Donc on a besoin de faire des équipements transverses, voyez, et de limiter aussi les transports. La pénibilité, il faut qu'il y ait des équipements de proximité.
C'est pour ça que, bon, et ça je tiens je ne vais pas chanter les louanges du ministère, mais effectivement, Madame la ministre s'est mobilisée, et pour tout vous dire, je ne vais pas trahir un secret, surtout pendant la période de confinement et de Covid, etc., on tenait des réunions par vidéoconférence jusqu'à des heures tardives avec elle, et avec toute son équipe. C'est pas que la pauvre, elle a fait des efforts considérables. Mais ce qu'il faudrait faire, à mon sens, pour pouvoir offrir ce cadre de vie harmonieux, et cet espace de vie et ce logement harmonieux à un prix adapté et adéquat qui puisse répondre aux besoins des citoyens, on a besoin de revoir un petit peu les dispositions urbanistiques. Parce qu'actuellement, comme l'a très bien dit Sikanouni, avec la cherté du foncier qu'il y a, surtout en milieu urbain et sur l'axe Kenitra-Jdida, et avec les dispositions légales et urbanistiques, c'est difficile de répondre à ce besoin-là. Donc il doit y avoir un effort qui doit être fait, et le secteur tant privé que public pourra répondre à cette disposition-là. Alors concernant les prix, je vous ai dit tout à l'heure que les promoteurs immobiliers, il y avait plusieurs catégories de promoteurs immobiliers. Et chacun a été impacté de façon différente par rapport à cette crise-là. Il y a des promoteurs qui étaient très endettés, qui étaient vraiment en grosse difficulté. Ça, c'est une vérité. Alors, ils ont peut-être baissé leur prix, mais ils ont baissé leur prix, mais il faut aussi comprendre une chose. C'est que les marges, contrairement à ce qui circule dans le subconscient collectif, des promoteurs n'est pas fulgurant. C'est un projet immobilier, il faut se rappeler qu'il dure 3-4 ans. Donc, si vous faites des marges de 18 à 20% sur 3-4 ans, ça revient à 3-4% par année, en fait. Et donc, ce sont des marges qui sont tout à fait acceptables par rapport à n'importe quelle activité économique. Le notaire, Maître Yago, est-ce que vous avez senti au niveau des transactions une baisse des prix, je dirais, c'est-à-dire avérée ou non? Normalement, surtout ceux qui étaient donc endettés, donc ils étaient obligés donc de baisser pour pouvoir donc en sorte échapper de cette crise. Bon, c'est pas contre nos amis promoteurs, mais je me place du côté des acquéreurs, espérant que c'est une baisse qui va être durable dans le temps, bien sûr, à condition que vous aussi vous vous retrouviez dans votre... Oui, alors la problématique qui se pose... Et que ce soit aussi surtout solvable au niveau des financiers et des banques. Alors, il faut, comme je disais tout à l'heure, adapter l'offre à la demande. On sait quelle est la demande. La demande, je disais tout à l'heure, c'est 80% pour des logements autour de 320 000 dirhams. Donc, pour arriver à résoudre cette équation dans un cadre de vie agréable, il faut des dispositions urbanistiques qui soient beaucoup plus souples, plus adéquates, et il faut aussi, comme l'a si bien dit Sikanouni à juste titre, essayer de trouver des moyens de diminuer le coût du foncier. Et il faut aussi, à mon avis, il faut aussi solvabiliser la demande. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que les acquéreurs puissent avoir de quoi acheter votre produit. Alors, les banques sont devenues... Et c'est là où je voulais les banques sont devenues très frileuses là-dessus. Il y a aussi un dernier point qu'il faut voir, c'est que ces derniers temps, on assiste à une flambée des matériaux de construction. Oui, ça... Alors, le prix du rond à béton a augmenté de 30 à 35%. Les briques ont augmenté également de 20 à 25%. Exact. Et ça va durer, on ne sait pas combien de temps. Je pense, des tendances mondiales. C'est des tendances mondiales. Effectivement, la Chine. C'est la demande de la Chine qui a relevé tout ça, mais ça impacte lourdement sur les entreprises. Il va y avoir des problématiques. C'est ça, René, vous qui intervenez en fin de chaîne, les promoteurs essaient d'accompagner cette reprise, cette relance. On a fait de l'apprentissage collectif, on produit mieux, plus vite, de manière plus efficace. Mais il faut qu'on fasse une demande solvable, donc financement bien sûr. Alors est-ce que rapidement, CCG, vous avez prévu, après cette expérience, est-ce que vous avez prévu des améliorations, des dispositifs de garantie, etc., pour donner encore plus la possibilité aux gens d'accéder au financement? Vous posez une bonne question sur la question de l'accès au financement. Vous l'avez bien dit, c'est-à-dire l'idée c'est d'avoir demain, on va dire, des logements et des coûts qui épousent également le revenu des gens. Absolument. À même, vous faites des garanties à 100% ou 200%, c'est pas ça qui va faire, on va dire, que le revenu va égaliser, on va dire, l'échéance qui tombe. Donc la question de l'accès, on doit solvabiliser. Quand je dis solvabiliser, c'est-à-dire des gens qui ont réellement des revenus, mais qui n'arrivent pas après à l'exprimer pour pouvoir accéder à un financement bancaire. Donc, parce que c'est ça l'équation.
Parce que quand vous gagnez, je ne sais pas, 3 000 dirhams, vous n'allez pas pouvoir accéder à un logement à 500 ou à 1 million de dirhams, même si on vous donne les garanties à 2 millions. Donc l'idée, c'est de pouvoir réellement concorder à apporter cette réponse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons quand même un vécu, et que ce soit avec le ministère, que ce soit avec le secteur bancaire, qui, on va dire, je dirais pas uniquement, ce n'est pas un distributeur, parce que c'est lui qui donne ses crédits. D'accord ? Ce sont avant tout des financements bancaires. Oui. Nous apportons uniquement, on va dire, une sorte de confort ou une sorte de baisse, on va dire, du risque que peut prendre exactement cette banque. Donc je crois que nous avons de l'apprentissage qui est long, qui est très important. Je crois qu'un des premiers produits, en tout cas au niveau même international, nous l'avons fait au niveau marocain, d'accord, au Maroc, depuis 2003. Et donc, les produits aujourd'hui sont réellement bons. On a eu réellement de l'apprentissage. On a eu de l'apprentissage également sur les comportements. Au départ, on était tous partis, on va dire, excusez-moi le terme, mais on va dire la fleur au fusil, d'accord. Et on a eu un retour également du marché. Et ce qui nous a permis tous de pouvoir réellement adapter, on va dire, les produits par rapport au comportement d'une telle ou telle population. Parce que le comportement n'est pas un comportement global, c'est un comportement qui diffère de telle ou telle population. Ce qui nous a permis, selon les profils. Mais bien sûr, selon les profils. Et c'est ce qui nous a permis, vous l'aurez vu et vous le savez également, je me rappelle quand vous étiez à la vie économique, d'accord, comment la sinistralité, à un moment, elle a tellement augmenté, au moment où elle s'est réellement stabilisée. Pourquoi ? Parce qu'on a porté, enfin pas tout, pas nous, uniquement. Moi, je parle de la place. Nous avons porté un certain nombre de petits garde-fous, d'accord, un certain nombre de petits garde-fous qui nous a permis, certes, de maintenir, mais également de voir la sinistralité baisser de 50 à 60%. Okay. D'accord. Donc aujourd'hui, l'État va continuer, nous le faisons à travers Damassakan, à travers les deux produits de Damassakan. Je dirais plus que ça, c'est qu'aujourd'hui, pour, je dirais, une catégorie de notre population qui veut un financement diversifié, c'est-à-dire qui ne veut pas, on va dire, de la finance classique. Aujourd'hui, à travers la finance participative, nous avons lancé, à travers notre fenêtre participative, des produits de garantie chez les Complement, d'accord, qui vont pouvoir également financer les banques participatives. Bref, les outils de financement seront là. Maintenant, reste toujours cette question, bien sûr, sur la capacité réellement de la personne à pouvoir faire face à ces engagements. Et je pense qu'aujourd'hui, le bon, on va dire, le relationnel que nous avons aujourd'hui avec le secteur bancaire, et cette confiance, comme je crois que tous les intervenants l'ont bien précisé, cette confiance est là. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir réellement, quand la demande sera, pourquoi pas, beaucoup plus importante, je pense qu'on a les moyens pour pouvoir suivre. Merci, Sasraini. On voudrait bien aussi que les banques baissent leur taux d'intérêt et qu'elles suivent un peu la tendance baissière du taux de base bancaire de Banque Morale. Oui, on avait pour projet d'avoir, nous, en duplex, un banquier. Bon, malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité de le faire. Mais je vous promets, si je donne la prochaine rencontre, Inch'Allah. Parce que les taux de base bancaire ont baissé et les banques, malheureusement... La prochaine réunion, on va faire en sorte qu'il y ait un banquier, non pas à distance, mais en présentiel avec nous. Il répondra de la profession. Ça me permet, bon, bien sûr, on peut parler pendant des heures de tout ce qui vient de se passer dans le secteur. Et déjà, le secteur en lui-même est intéressant, il vit, il est central. Bon, si on y ajoute le sel et le poivre de Covid et de l'apprentissage, ça nous fait quelque chose de très intéressant. Je vois que notre quantum horaire est largement dépassé. Je voudrais remercier encore une fois tous les intervenants. Bon, d'abord à leur tête, le ministère, représenté en la personne de la secrétaire générale, de nous avoir hébergés cet après-midi. Merci pour les intervenants tour à tour, Sisraini, CCG, Sibadar Kanouni, Amran. Nos amis du SMAP, notre ami Zohra. Si Mejloun, merci et bon rétablissement, si Kamil. J'espère que la prochaine fois, on l'aura avec nous. Siago, Sahiyati pour les notaires, ou bravo alaikum pour ce que vous avez fait pendant toute la pandémie. Bravo à tous, bravo au ministère. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été patients avec nous. Encore merci, très bonne soirée et j'espère à une prochaine. Merci beaucoup. Merci.